Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien. Donc vous avez remarqué, aujourd'hui on n'a pas pu avoir cours en raison du blocage de PMF. Hop là, pardon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, il est là, très bien. En raison du blocage de PMF, donc on peut pas avoir cours normalement, mais ça ne nous empêchera pas d'optimiser, c'est juste qu'on va optimiser sous contrainte, et ça tombe très bien puisque c'est le thème du chapitre 3. Donc si je me rappelle bien, avant les vacances, on avait bouclé la preuve du théorème des fonctions implicites. On n'a pas encore vraiment vu d'exemple en TD, on était censé faire ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire ça un petit peu plus tard. Euh, et on va avancer dans le cours en voyant comment on peut appliquer le théorème des fonctions implicites à des problèmes d'optimisation. Donc l'optimisation, vous avez un cours entier qui s'appelle comme ça avec Monsieur Bonisso, donc je pense que vous commencez à connaître. Je pense donc que je prêche des convaincus quand je vous dis qu'un grand nombre de problèmes mathématiques, en fait une grande partie des problèmes mathématiques qui ne sont pas des équations à résoudre comme on a vu dans les deux chapitres d'avant, eh ben ce sont des problèmes d'optimisation. Qu'est-ce que c'est un problème d'optimisation? Comme vous savez, lorsque j'ai une fonction de Rn dans R, définie sur un ouvert de Rn à valeur dans R, et à l'intérieur de son ensemble de définition, j'ai un sous-ensemble de points admissibles qui dépendent des données de mon problème. Par exemple, des prix, on veut bien que ce soit positif, ce genre de contrainte. On souhaiterait trouver les points x dans C qui minimisent ou alors qui maximisent la fonction f. Et c'est ça qu'on appelle un problème d'optimisation. Donc à nouveau, je pense que je vous surprendrai pas en disant ça. On en croise non seulement en maths, mais aussi en fait dans un peu tous les problèmes dans tous les domaines qu'on modélise avec des maths. En microéconomie, en général, on considère que les agents sont rationnels, et ce qu'on entend par là, par exemple s'il s'agit de consommateurs, c'est qu'ils essayent de maximiser l'utilité que leur procurent leurs achats. Donc ils ont un certain nombre de biens numérotés de 1 à n, dont ils peuvent acheter une certaine quantité x1 patati patata jusqu'à xn. Chacun de ces produits à l'unité coûte un certain prix PI, et ils souhaitent maximiser leur fonction d'utilité, sur laquelle on fait un certain nombre d'hypothèses raisonnables, sachant que les points x1 patati patata jusqu'à xn donc, vont former des points de Rn qui doivent vérifier un certain nombre de propriétés. L'ensemble des points admissibles, ça va être que les quantités qu'on achète sont positives, et que la somme de ces quantités pondérées par les prix des produits ne doit pas dépasser le budget du consommateur. Et c'est sous cette contrainte-là que le consommateur essaye de maximiser son utilité. En théorie des jeux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez aller jeter un œil là-dessus si vous ne connaissez pas. Mettons dans un jeu à 2 joueurs, chaque joueur essaye de maximiser ses gains, sachant que du coup l'autre joueur essaye aussi de maximiser ses gains, ce qui a tendance à mettre des bâtons dans les roues du premier. On peut mathématiser ce genre de choses en représentant les gains de chacun des 2 joueurs par des matrices de gains. Donc si le joueur 1 choisit la stratégie 4 et le joueur 2 choisit la stratégie 2, alors le premier joueur obtient un certain gain qu'on met dans une matrice, c'est le coefficient 4,2 de la matrice P, etc., etc. Et on fait ça pour toutes les paires de stratégies possibles. On obtient des matrices qu'on appelle les matrices de gains. Et on va parler d'un choix de stratégie pour chacun des 2 joueurs. Ça va être le choix d'un vecteur dont les coordonnées sont positives et dont la somme fait 1. Donc en quelque sorte, on considère que chaque joueur, parmi les euh, stratégies possibles, tire au sort laquelle il veut prendre. Et dans ce cas-là, les gains du premier joueur sont donnés pour une stratégie X donnée et une stratégie Y du deuxième joueur, elles sont données par ce nombre transposé de X fois la matrice de gain P fois Y. Et du coup, un problème de théorie des jeux qu'on essaye souvent de résoudre, c'est en supposant qu'on est le joueur X et que le joueur Y nous met le plus possible des bâtons dans les roues. Donc on est vraiment au pire cas possible par rapport au Y. Pour nous, on gagne le moins de gains possible parmi toutes les stratégies possibles choisies par Y. Comment est-ce que je peux quand même maximiser mes gains à moi? Sous contrainte, évidemment, des points admissibles du choix de stratégie. Donc c'est en général comme ça qu'on représente
certains problèmes, en tout cas, de théorie des jeux. Quelque chose d'autre dont vous avez certainement entendu parler, donc je ne vais pas vous assommer avec ça plus avant, mais c'est juste pour illustrer la diversité des questions dans lesquelles on voit apparaître ce genre de choses. En statistique, vous avez ce qu'on appelle l'estimateur du maximum de vraisemblance. Vous avez une variable aléatoire x, vous n'avez pas accès à cette variable aléatoire, tout ce que vous savez, c'est que sa loi est décrite par une fonction de densité fθ qui dépend d'un paramètre θ, et vous n'avez pas accès à x, vous avez accès à un échantillon x1, patati patata, jusqu'à xn. On va définir une fonction de vraisemblance qui a votre échantillon et une certaine valeur de θ associe ce qu'on va appeler la vraisemblance. Et c'est une quantité qu'on va chercher à maximiser, qui mesure à quel point il y a des chances que θ soit le bon θ pour décrire la loi de x, la loi correcte de x, qui vous a donné cet échantillon. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler, ou sinon ça ne saurait tarder dans votre cours de statistique. Donc on aime bien en mathématiques maximiser et minimiser des trucs, et les gens qui ne font pas des mathématiques, qui font de l'économie, de la théorie des jeux, de la théorie de l'évolution ou autre, du coup aiment qu'on leur apprenne à maximiser des choses. Il y a un certain nombre de cas où vous savez déjà faire, probablement grâce au cours de Monsieur Bonisso. Lorsque vous avez une fonction de Rn dans R définie sur un ouvert U, le calcul différentiel est souvent une aide précieuse pour déterminer où sont les extrémas d'une fonction. Vous avez trois conditions essentiellement. La condition nécessaire d'ordre 1, vous devez savoir, je pense, que si une fonction a un extrémum local en A, dans l'ouvert U, et qu'elle est différenciable en ce point A, alors la différentielle de f en A, c'est la forme linéaire nulle. C'est le zéro de l'espace de A, Rn étoile. Ou pour le dire autrement, le gradient de f en A, c'est le vecteur nul. Donc les extrémums sont ce qu'on appelle des points critiques, des points où la différentielle s'annule, ça c'est la condition nécessaire d'ordre 1. Si vous avez une fonction qui n'est pas juste une fois mais deux fois différenciable, vous avez une condition nécessaire d'ordre 2, qui permet de détecter non seulement les extrémums, mais les minima de la fonction f. Si une fonction f a un minimum local en A et qu'elle est deux fois différenciable, alors non seulement A est un point critique, mais en plus la hessienne de f en A, ça doit être une matrice symétrique positive. Et vous avez aussi une condition suffisante d'ordre 2, donc cette fois ça vous permet non pas de partir d'un point dont vous savez déjà que c'est un extrémum et d'en tirer des conditions, mais de détecter vraiment un minimum. Si f est deux fois différenciable et que vous arrivez à trouver un point critique de f où en plus la hessienne soit une matrice définie positive, donc c'est plus contraignant que juste positive, une matrice symétrique ici définie positive, j'aurais dû écrire, alors vous savez que f a un minimum local en ce point. Et la question qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est très bien, et si ma fonction, ou disons si l'ensemble des points admissibles pour mon problème, c'est pas un ouvert, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je trouve les extrémums d'une fonction f, mais pas pour n'importe quel x dans U, pour x dans U inter gamma, où gamma c'est pas un ouvert. Par exemple, gamma ça pourrait être une surface dans R3, ça pourrait être la surface de la sphère. Il y a plein de questions en géographie qui se posent en ces termes. Ça pourrait être un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel dans R3, dans R4, lié à une contrainte, un peu comme tout à l'heure, une contrainte de budget ou ce genre de choses. Comment est-ce que je fais dans ce cas-là pour maximiser ou minimiser, pour trouver les maxima et les minima d'une fonction f? Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'optimisation sous contrainte. Il y a un cas que je pense vous avez déjà vu en cours d'optimisation avec Monsieur Bonisso, mais on va en reparler un petit peu quand même. C'est le cas où gamma, c'est un hyperplan affine. Autrement dit, c'est un ensemble, un sous-ensemble de Rn, qui est décrit par une équation linéaire, alpha x1 plus alpha de x2 plus patati patata plus alpha n xn égale c, où les alpha i sont des réels, des coefficients réels qui sont pas tous nuls. Si tous les alpha i sont nuls, c'est pas très intéressant. Dans ce cas-là, gamma, c'est soit l'ensemble vide, si c, c'est pas 0, et tout le monde, Rn tout entier, si c, c'est 0. Donc on prend des alpha i pas trop stupides, et on va supposer par exemple que le dernier, là, alpha n, c'est pas 0.
On sait qu'il y en a au moins un qui doit être non nul, on suppose que c'est le dernier, les autres cas, évidemment, se traitent de façon similaire. Et une fois qu'on a décidé ça, on va pouvoir réexprimer les points de gamma. Donc ça va faire penser un petit peu à quand vous étiez en algèbre linéaire et que vous cherchiez une base d'un espace vectoriel. Un point x, il va être dans gamma. Si sa dernière coordonnée xn, donc là, vu que alpha n est non nul, ce que je peux faire, c'est que je passe tout ce qu'il y a avant là de l'autre côté. J'obtiens que alpha n xn, ça doit être c moins alpha 1 x1 moins alpha 2 x2, patati patata, moins alpha n moins 1 xn moins 1. Et comme alpha n est non nul, je peux tout diviser par alpha n et j'obtiens que être dans gamma, c'est pareil que d'avoir une dernière coordonnée qui s'écrit comme ceci, en fonction des n-1 premières. On va lui donner un nom à cette fonction, on va l'appeler phi. Donc phi de x1 patati patata xn-1, c'est une fonction définie sur R n-1 et qui est donnée par 1 sur alpha n fois tout ça. Donc un point x, il est dans gamma, si et seulement si il est de la forme x' phi de x'. Maintenant, on se rappelle que ce qu'on cherche, nous, c'est les extrémas d'une fonction f qui est définie sur un ouvert U, et on cherche les extrémas de f restreinte à gamma. Donc ce qu'on va regarder, c'est maintenant qu'on a réussi à tout exprimer en fonction des n-1 premières variables, on va prendre l'ensemble des n-1 premières variables dans Rn-1, tel que si je prends ce vecteur de Rn-1 et que je lui ajoute comme dernière coordonnée phi de x', donc ça nous donne un point de gamma, je veux que ça atterrisse dans U. Donc on va juste garder les x' qui sont des points où la fonction f est définie. Enfin, qui sont des points où en x' phi de x', la fonction f est définie. C'est juste une précaution pour être sûr qu'on ne dépasse pas de l'ensemble de définition de f. Et je vous laisse montrer en exercice que U tilde, dans ce cas-là, c'est un ouvert de Rn-1. Mais du coup, on va introduire une nouvelle fonction. C'est la fonction qui prend un x' dans U tilde et qui lui associe f de x' phi de x', qui du coup est un réel. Donc en quelque sorte, on a restreint f à gamma en se restreignant à des points de xn-1. On sait que si x' est dans Rn-1, alors x' phi de x' est dans gamma. Et donc f de x pour x dans gamma, c'est la même chose que f tilde de x' pour x' dans U tilde. Et du coup, si on veut minimiser, par exemple, f sur gamma, sur U intergamma, j'aurais dû mettre ici, c'est pareil que de minimiser f tilde sur U tilde. Et ça, c'est bien, parce qu'on vient de dire U tilde, je vais essayer de le faire, mais on vient de dire que U tilde, c'était un ouvert de Rn-1. Donc en fait, on est ramené au cas qu'on sait faire, on est ramené à un problème d'optimisation sans contrainte. On se retrouve à vouloir minimiser une fonction f tilde sur un ouvert U tilde de Rn-1 plutôt que de devoir minimiser f sur un ensemble pas ouvert. Et du coup, on peut appliquer les conditions qu'on a vues précédemment. Par exemple, la condition nécessaire d'ordre 1 nous dit que si un point A de gamma, du coup, il va s'écrire sous la forme A' phi de A', si c'est un extrémum de f, alors ça doit être un point critique de f tilde. A', du coup, doit être un point critique de f tilde. Donc on doit avoir nabla f tilde de A', c'est le vecteur nul de Rn-1, autrement dit, toutes les dérivées partielles de f tilde, ça doit faire 0. Mais qu'est-ce que ça donne du coup si on les calcule, ces dérivées partielles? Alors, voyons ça. On a notre fonction. Alors, je ne vais peut-être pas écrire en vert cacadois. Toc. Ça va pas être très lisible. Donc, on a dit f tilde. Elle est définie de U tilde, un ouvert de Rn-1 à valeur dans R. Et un vecteur x' qui a du coup n-1 coordonnées. Elle associe f de x1, xn-1, 1 moins 1 sur alpha n
facteur 2, c'est moins alpha 1 x1, moins patati patata, moins alpha n xn. Ça a l'air moche, mais en fait, ça va pas très mal se passer, cette affaire. Sinon, on ne le ferait pas, hein. Parce que du coup, comment calculer les dérivées partielles de ce truc-là? Bah, celle-là, ça va me donner une fonction sur Rn-1 que je vais appeler psi. Du coup, f tilde, ça va être f rond psi. Ou psi, du coup, de x1, xn-1, c'est la fonction qui a un vecteur de Rn-1, associe le même vecteur, sauf qu'à la fin, je colle une énième coordonnée. Toc, comme ceci. Et maintenant, je vais utiliser ma formule de composition des jacobiennes. Donc la jacobienne de f tilde en un point x', ça va être la jacobienne de f en psi de x', fois la jacobienne de psi en x'. Alors la jacobienne de f en psi de x', c'est pas très compliqué, c'est une matrice ligne, hein, puisque f c'est une fonction de Rn dans R. Sa différentielle, c'est aussi une application linéaire de Rn dans R. Dont les coefficients sont, comme toujours, les dérivées partielles. Voilà, là ça va jusqu'à df sur d xn-1 au point psi de x', donc c'est celui que j'ai appelé x' phi de x', et une énième dérivée partielle. Et maintenant, c'est qui la jacobienne? C'est qui la jacobienne de psi maintenant? Alors, la jacobienne de psi, ça va être une matrice qui représente une application linéaire de Rn-1 dans Rn, donc elle va avoir n-1 colonne et n lignes. Toc. Et la première colonne de la jacobienne de psi de x', ça va être la dérivée partielle de psi par rapport à x1. Donc si je dérive chacune de ces expressions par rapport à x1, j'obtiens que le premier coefficient c'est 1, ensuite j'ai x2, si je dérive ça par rapport à x1, ça fait 0, patati patata, je vais avoir des 0 jusqu'ici, x3, patati patata jusqu'à xn-1, si je dérive par rapport à x1, ça me fait 0, et j'arrive à la dernière coordonnée, si je dérive ça par rapport à x1, il va me rester moins alpha 1 sur alpha n, et c'est tout. Maintenant, pour avoir la deuxième colonne de la jacobienne de psi, je dérive toutes ces composantes par rapport à x2. Donc la première, x1 me donne 0, la deuxième, x2 me donne 1. J'ai comme ça des 0 jusqu'à n-1. Et ici, j'ai le coefficient moins alpha 2 sur alpha n. Et je continue comme ça. Donc en fait, ici, je vais avoir un bloc identité. Et ici, je vais avoir les moins alpha i sur alpha n jusqu'à i égale n-1. Et ça, c'est la jacobienne de psi. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire une multiplication de matrice. La jacobienne de f tilde, du coup, son premier coefficient, c'est le produit de la matrice ligne jacobienne de f fois la première colonne de psi. Ça va me faire le premier coefficient de la jacobienne de f tilde, c'est df sur dx1. Je vais pas avoir la place de remettre le point auquel on est, mais je suis sûr que vous n'avez pas oublié. Fois df sur dxn, plus df sur dxn, fois moins alpha 1 sur alpha n, donc au total, moins alpha 1 sur alpha n df sur dxn. Et je fais ça pour tous jusqu'à ce que j'arrive à la n-1e composante de la jacobienne de f tilde. Ça va nous faire
df sur dxn-1 moins alpha n-1 sur alpha n fois df sur dxn. Toc, multiplication de matrice. Mais maintenant, ça, du coup, c'est le premier coefficient de la jacobienne de f tilde, donc c'est la première dérivée partielle de f tilde. C'est df tilde sur dx1 au point x'. La deuxième, ici, ça va me donner df tilde sur dx2 de x', etc. jusqu'à la dernière qui est df tilde sur dxn-1 de x'. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est que les dérivées partielles de f tilde, elles sont données pour tout i entre 1 et n-1 par df tilde sur dxi, c'est df sur dxi moins alpha i sur alpha n df sur dxn. Et on sait que en un point qui est un extrémum de f tilde, toutes ces dérivées partielles doivent être nulles. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Donc là, c'est ce qu'on avait calculé, c'est ce qu'on vient de calculer. Pour tout i allant de 1 à n-1, les dérivées partielles, la in dérivée partielle de f tilde, c'est df sur dxi moins alpha i sur alpha n, df sur dxn. Donc si a est un extrémum de f sur u intergamma, dans ce cas-là, A', on a vu ça, doit être un extrémum de f tilde sur l'ouvert u tilde. Et donc, d'après la condition nécessaire d'ordre 1, toutes ces dérivées partielles doivent être nulles. Et si toutes ces dérivées partielles doivent être nulles, ça veut dire que df sur dxi de a, ça doit être égal à alpha i sur alpha n fois df sur dxn de a. Ok, super. Est-ce qu'on peut reformuler ça? Et surtout, est-ce qu'on peut reformuler ça d'une façon qu'on va pouvoir généraliser ensuite à des ensembles gamma qui ne sont pas forcément des sous-espaces vectoriels ou des sous-espaces affines? Est-ce qu'on peut introduire quelque chose d'un peu plus général? Alors pour faire ça, on va donner un nom à l'équation qui décrit l'ensemble gamma. On va noter G, la fonction de Rn dans R, qui à x associe alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, patati patata, plus alpha n xn. Du coup, gamma, c'est l'ensemble des points de Rn où G de x s'annule. Et là, du coup, G pardon, est une fonction différentiable, et en tout point de Rn, son gradient, c'est le vecteur alpha 1, alpha 2, patati patata, alpha n. Mais du coup, on avait réussi à exprimer les dérivées partielles. On avait dit qu'en un point extrémal de f restreint à gamma, on avait df sur dxi, c'était alpha i moins alpha i sur alpha i sur alpha n, df sur dxn. Et les alpha i, c'est justement les dérivées partielles de g. Donc en fait, la condition qu'on a obtenue, elle serait écrite df sur dxi, c'est 1 sur alpha n fois df sur dxn fois dg sur dxi, et ça c'est vrai pour tout i allant de 1 à n-1. Et en fait, c'est vrai aussi pour i égale n. Si vous prenez i égale n ici, vous obtenez df sur dxn, c'est égal à 1 sur alpha n fois df sur dxn fois alpha n. C'est pas faux. Et du coup, ce qu'on a obtenu, c'est que si ce coefficient-là, là, je lui donne un nom, je l'appelle lambda, j'ai obtenu que non seulement pour i allant de 1 à n-1, mais même en fait pour tous les i allant de 1 à n, j'ai une relation de proportionnalité comme ça entre les dérivées partielles de f et les dérivées partielles de g. Où g, encore une fois, c'est l'équation de mon ensemble. Ou pour le dire autrement, le vecteur nabla f de a, gradient de f en a, il est collinéaire au gradient de g en a. On a trouvé un lambda tel que le gradient de f en a, c'est lambda fois le gradient de g en a. Et bien le théorème des extrémaliers, il dit juste ça. Il dit juste ça, mais dans un cas où g, c'est pas nécessairement une fonction affine. Donc du coup, on va généraliser un petit peu, on va s'intéresser à
des ensembles gamma qui sont décrits par une équation g de x égale 0, où g, ça va être une fonction qui a le même ensemble de définitions que f, ça va m'éviter de travailler les u partout. Et du coup, on va s'intéresser au problème d'optimisation, minimiser ou maximiser f, parmi les x qui vérifient g de x égale 0. Que nous dit le théorème des extrémaliers? Donc je vais supposer que mes deux fonctions, la fonction objectif et la fonction contrainte, ce sont toutes les deux des fonctions de classe C1. On va noter gamma l'ensemble d'équations g de x égale 0, et on va obtenir une sorte de condition nécessaire d'ordre 1 pour le cas où on cherche des extrémas de f, non pas sur U tout entier, mais sur l'ensemble gamma, donc sous contrainte que G soit nul. Ce que nous dit cette condition nécessaire, ça ressemble vraiment à la condition nécessaire d'ordre 1, c'est que si f admet un extrémum local en A, et on doit supposer en plus que le vecteur gradient de G en A est non nul, sinon ça ne fonctionne pas, alors il doit y avoir un lambda tel que le gradient de f en A, ce soit égal à lambda fois le gradient de G en A. Et lambda, on l'appelle le multiplicateur de Lagrange. Si on a un petit peu de temps, on reparlera de son interprétation dans des cas particuliers. Et c'est ça, le théorème des extrémaliers. Donc, on a vu que c'était vrai quand j'ai une fonction affine, et on va voir que ça marche aussi quand g n'est pas une fonction affine, mais qu'elle est simplement une fonction C1, puisqu'on a vu, et c'était le thème des précédents chapitres, que les fonctions C1, finalement, elles sont pas si loin que ça d'être linéaires, elles sont pas si loin que ça d'être affines. Peut-être d'ailleurs que vous avez commencé à voir venir le truc, puisqu'ici, comment on a résolu notre problème? Comment est-ce qu'on s'est ramené à un problème d'optimisation? Comment on a résolu notre problème? On l'a résolu en utilisant ce qu'on savait déjà, la condition nécessaire d'ordre 1 pour les extrémums. Pourquoi on avait le droit de l'utiliser? Parce qu'on s'est ramené à un problème d'optimisation sans contrainte. Par quel miracle on a fait ça? Ben, on a fait ça en exprimant une des variables de x en fonction de toutes les autres. Et ça vous rappelle peut-être un théorème qu'on a vu récemment. Est-ce que, plutôt que de juste écrire les points qui sont sur un espace vectoriel, est-ce que plutôt que d'écrire une des coordonnées en fonction des autres, est-ce que je ne peux pas, quand j'ai une équation du type g de x égale 0, d'écrire une des coordonnées en fonction de toutes les autres? C'est le théorème des fonctions implicites. Donc on va démontrer ce théorème-là. Je vais faire ça dans une vidéo séparée, juste le temps de changer de tableau et de recharger ma tablette. Et je vous dis donc à tout de suite, ou si vous faites une pause aussi, à plus tard, pour la preuve du théorème des extrémalités. Si j'arrive à éteindre l'enregistrement. À tout de suite.